dois parler dans ce micro-là? Oui, dans un micro, c'est sûr, mais... Voilà. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, et merci de cette invitation. Je suis très contente d'être avec vous ce soir, cet après-midi, et de participer à cet événement local. C'est pas assez fort? Ça va? Alors, je sais que c'est un sujet qui peut-être effraie certaines d'entre vous, la bioéthique. Je suis généticienne, la génétique. Je fais régulièrement des conférences sur le sujet et mon ambition, on verra si elle est réussie ou pas, je fais ça de façon modeste, c'est de vous convaincre qu'au-delà des aspects techniques dont on parlera finalement très peu, il y a des vrais enjeux de droit, de société, des enjeux politiques, profondément politiques. Et j'espère réussir à vous le faire sentir à travers les différents exemples que j'ai choisi de prendre ce soir. Donc, on l'a dit, je suis chercheuse à l'INSERM depuis longtemps maintenant, même si je suis un peu jeune. Enfin, pas si jeune que ça. Mais je suis aussi engagée dans une association voilà, qui s'appelle l'association Sciences Citoyennes, qui a été fondée en 2002, et j'étais là à la fondation, et qui est une association qui rassemble des gens qui font de la recherche et puis des gens qui s'intéressent aux enjeux autour des savoirs qui sont produits dans les laboratoires, et qui pensent qu'il y a des enjeux démocratiques majeurs dans tout ça et que c'est important d'en parler et de faire avancer la cause démocratique. Donc c'est aussi pour ça que je suis là et c'est aussi pour ça que je suis contente d'être avec vous. On m'a dit de parler une quarantaine de minutes et ensuite d'ouvrir le débat. Donc je vais essayer de tenir le temps, mais je pense que le plus important, c'est le moment de débat. Et donc si je suis un peu longue, n'hésitez pas à me faire des signes et je partagerai très volontiers la parole avec vous. Alors, pourquoi ce titre? Dans quel monde souhaitons-nous vivre demain? Eh bien, je l'ai pris parce que c'est le titre qu'avait donné le Conseil consultatif national d'éthique, qui est donc un conseil national, lorsqu'il a organisé en 2018 les États généraux de la bioéthique, qui était ce moment, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous y ont participé, qui est un moment de débat au niveau national. On pourra, si vous le souhaitez, en reparler, mais... C'était cette façon de dire que oui, les savoirs, les expérimentations qui peuvent être faites dans nos laboratoires aujourd'hui orientent le monde dans lequel nous pourrons vivre demain. Et il est important, en conséquence, d'y réfléchir comme étant une façon de réfléchir à cette question: dans quel monde voulons-nous vivre demain? Alors, l'idée qui va avec cette ambition, c'est de se dire qu'il est possible d'encadrer les sciences et les techniques. Ce sont des activités humaines, et ce n'est pas parce qu'on décide et qu'on réfléchit collectivement à la façon dont on souhaite encadrer les sciences et les techniques qu'on va les freiner, qu'on va freiner le progrès humain, mais au contraire, il s'agit bien de réfléchir à comment on souhaite l'orienter, l'arbitrer. On est tous conscients que derrière ce mot de progrès peut s'y mettre des choses très différentes et que donc réfléchir à ces questions est quelque chose d'important. Et puis, ce qu'il y a derrière aussi, c'est qu'il s'agit d'interroger, de questionner les développements scientifiques et techniques en les remettant toujours dans le contexte social. Une technologie, une façon de faire va ensuite se développer dans la société et on ne peut pas faire comme si on ne savait pas ce qu'est notre société aujourd'hui et quelles sont les conséquences que ces technologies pourraient avoir. Et puis enfin, l'enjeu important, c'est vraiment de penser les différentes façons de faire. Voilà. Je vais prendre un exemple très rapide, la question de la sélection des plantes, la sélection végétale. On peut faire des organismes génétiquement modifiés, mais aussi on peut faire d'autres formes d'agriculture qui ont un rapport différent à la production, à la qualité des productions. Et il est important de penser toujours les solutions scientifiques ou techniques qui peuvent être présentées au regard d'autres façons de régler les problèmes qu'on dit vouloir régler. Alors, le nombre de sujets qui étaient dans ces débats de bioéthique et dans la liste que Thomas
à lister tout à l'heure est très vaste. Ce nombre est très vaste et j'ai choisi de ne pas parler de tous ces sujets dans mon propos. On pourra bien sûr y revenir dans la discussion. Je ne prétends pas que j'aurai réponse à tout, mais si j'ai des éléments, je me ferai un plaisir de les partager avec vous. J'ai choisi de vous parler des sujets que je connais le mieux, parce que je suis plus à l'aise pour en parler. Et je pense être du coup plus accessible. Alors, donc, je suis généticienne et je vais commencer par vous parler de génétique. Et encore une fois, mon propos, c'est de prendre ces exemples-là comme des exemples et pas simplement pour vous faire un cours. C'est pas du tout mon objectif de faire un cours sur ces questions-là. Et je vais vous parler de... Je vais prendre un exemple qui me tient à cœur parce que je me suis engagée récemment sur ces questions. Peut-être avez-vous entendu parler de ce qu'on présente comme étant des tests généalogiques, où il s'agit de cracher dans un tube qu'on va envoyer hors de France, j'y reviendrai, pour faire des analyses de votre ADN et pouvoir en tirer des informations sur vos origines. Alors, on vous promet de vous dire, par exemple, si combien, à partir d'une analyse de votre ADN, combien on va pouvoir vous dire que vous avez d'origine européenne. On pourra peut-être même, là dans l'exemple, je ne sais pas si c'est lisible du tout les chiffres à distance, mais quelle est votre proportion, dans l'exemple ici, d'ancêtres qui seraient espagnols, sardes, voire nord-européens, d'Asie de l'Est ou d'Afrique. Et puis on vous propose aussi que l'ADN que vous avez donné en crachant dans ce tube, vous avez payé, c'est un service, c'est pas quelque chose qui est fait gratuitement, pourra être comparé à l'ADN des autres personnes qui ont aussi choisi de payer pour ce service, de sorte qu'on pourra vous trouver peut-être un cousin, une cousine éloignée, vivant de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc vous donner des informations sur votre famille, c'est ce que disent ces tests. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais s'il y a des gens qui veulent, dans le débat, discuter plus avant de ce qui se passe vraiment, n'hésitez pas. C'est un sujet qui me tient à cœur. Alors, ces tests sont interdits en France. C'est pour ça qu'il faut envoyer son tube et son argent à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et ils sont interdits parce qu'en France, depuis le début des années 90, notamment à l'occasion de la première loi, les premières lois de bioéthique, la génétique est extrêmement encadrée dans la loi et même dans le Code civil. C'est un encadrement très important qui restreint et qui encadre, encore une fois, oriente, ce que je disais au départ, l'utilisation de la génétique. On ne peut faire de tests génétiques en France que dans un cadre médical, dans un cadre de recherche scientifique, ou bien, vous le savez bien évidemment, dans le cadre d'enquêtes judiciaires, policières. C'est seulement dans ces contextes-là que ces tests sont autorisés. Sinon, c'est pénalement condamné d'y avoir recours. Et il y a des conditions, bien évidemment, c'est que ces tests doivent être faits par l'intermédiaire d'un professionnel ou d'une professionnelle dont les compétences en matière d'analyse, d'interprétation sont contrôlées. Et il y a une obligation, pour ce qui est de la médecine, d'informer et de conseiller les personnes à qui un test est proposé ou à qui les résultats d'un test sont rendus. Donc c'est vraiment le souci de faire attention à cette information, de faire attention aux effets de ces informations, aux effets pour les personnes, mais aussi pour la société, puisque le fait de restreindre l'usage, c'est justement de dire attention, ces tests, on veut les utiliser dans certains contextes, quand on pense que ça va apporter quelque chose, et les restreindre quand on pense que ça risque de poser plus de problèmes que d'en régler. C'était dit en introduction, actuellement en cours, la nouvelle loi de bioéthique au Parlement. Depuis 1994 en France, a été instaurée cette pratique de légiférer, de faire la loi, de mettre ces questions, d'encadrer les sciences et les techniques du point de vue éthique dans la loi. Et le principe des lois de bioéthique a été,
le principe qui a été adopté a été de dire, bon, la société évolue, les sciences et les techniques évoluent, donc il est important, à échéance régulière, de proposer des nouvelles lois pour faire évoluer les choses. Si, toutefois, on considère qu'il est pertinent de faire évoluer les choses. Enfin, la réglementation. Donc, depuis 2018, a été lancé le processus de ce qu'on appelle révision de la loi de bioéthique, c'est-à-dire faisons le point, voilà ce qu'on a comme loi aujourd'hui, voilà les évolutions de la société, mais les évolutions aussi techniques des professions qui sont concernées. Faut-il et comment faire évoluer la loi ? Et pour ce qui est de ces tests-là dont je parlais à l'instant, vraiment ceux-là, les tests de généalogie, le gouvernement, dans son projet de loi, avait considéré que ce n'était pas la peine de changer la réglementation, qu'il n'y avait pas de bonne raison de changer, et donc il n'a pas proposé de lever cette interdiction. Mais à l'Assemblée nationale, comme très récemment au Sénat, puisque là, cette semaine, la loi a été votée par le Sénat, donc ce n'est pas encore la loi finale, bien sûr, mais il y a déjà une avancée dans l'évolution de cette loi. La commission spéciale qui était chargée de regarder le texte avait introduit la possibilité de légaliser ces tests en France, à des fins de recherche, disait-il, généalogique. Et cette proposition avait déjà été émise à l'Assemblée nationale, mais elle n'avait pas été retenue. Et quand elle a été émise à l'Assemblée nationale, avec un collectif de collègues chercheurs qui sont généticiens, anthropologues, historiens aussi, parce que l'histoire de la génétique, c'est quelque chose de très important, nous avions rédigé une tribune qui avait été publié donc en octobre dans le journal Le Monde, que nous avions intitulé « Ne cédons pas à une évidence technologique », et dans laquelle nous disions, je vais revenir sur l'argument qui a été le nôtre, mais qui était de dire « Attention, ce sont des questions compliquées et il faut vraiment, avant de faire changer la loi, réfléchir à toutes les considérations qui sont à l'œuvre avec ce type de test. » Alors, faut-il autoriser ces tests ? L'argument, pardon, j'ai oublié de le dire, mais l'argument qui a été mis en avant par les sénateurs et les députés qui voulaient faire évoluer la loi était de dire, écoutez, les Français les utilisent. On n'a pas de chiffres précis, mais on estime qu'il y a quand même plusieurs dizaines, voire centaines peut-être, on ne sait pas, en tout cas dizaines de milliers de Français de résidents en France qui ont fait appel à ces services à l'étranger. Donc les gens le font. Donc si les gens le font, voilà, il y a une pratique qu'il s'agit de normaliser par la loi. Et puis c'est important de les protéger. Ce sont des citoyens français, ils doivent être protégés par la loi française. Donc validons de fait une pratique puisqu'elle est possible en contournant la loi. Adaptons la loi aux pratiques. Alors, les questions qui se posent, c'est bien sûr quelle est l'utilité de ces tests, qu'est-ce qu'ils apportent comme information, et puis quels sont les risques associés au développement de ces tests. Alors, je l'ai dit, ces tests peuvent permettre aux clients d'identifier d'éventuelles apparentés familles biologiques, j'insiste, parce que quand on dit qu'on a trouvé un demi-frère, une demi-sœur, c'est par comparaison de la biologie, de l'ADN. Bon. Si la base de données est assez grande, parce que pour retrouver des cousins, des frères et sœurs, etc., il faut quand même qu'il y ait une grande base de données. Donc ça veut dire qu'il faut constituer des grandes bases de données génétiques dans des entreprises privées. Et puis la deuxième utilité qui est avancée, c'est donc de proposer des indications d'origine géographique. Et là, je prends ici ma casquette de généticienne, ces informations, on le sait, sont relativement imprécises et peu stables. C'est-à-dire que dans le temps, les résultats que peuvent donner ces sociétés sont susceptibles de varier parce que les données dont ils disposent pour produire ces résultats sont susceptibles de varier. Il ne s'agit pas du tout de faire une reconstruction comme on reconstruit son arbre généalogique en prenant du temps et en allant consulter les archives. Ce n'est pas du tout ce travail-là qui est fait, c'est vraiment un travail de calcul statistique sur la base de données et qui est donc très instable et susceptible de varier. Ça, ce sont
les informations qu'apportent ces tests. Quels sont les risques maintenant? Alors, au niveau individuel d'abord, je viens de le dire, on constitue des énormes bases de données. Aujourd'hui, on sait que la plus grosse entreprise a une base de données avec plusieurs millions d'individus qui sont dans la base de données. Et donc les questions se posent, quelle est la protection de la vie privée qui est associée à ces données, parce que c'est toutes vos données génétiques qui sont utilisées. Et n'est-il pas possible qu'il y ait des usages détournés de ces données? Alors, excusez-moi, j'ai repris des diapositives un peu que je présente parfois dans des conférences scientifiques, donc il y a un peu d'anglais dans ce que je vous raconte, mais j'ai essayé de faire de la traduction. Il y a des articles de collègues ici américains et israéliens qui ont été publiés récemment et qui disent d'abord, en fait, on peut tout savoir de votre ADN, la première chose, à partir des données qui sont récoltées par ces compagnies. C'est suffisamment précis pour qu'en fait on puisse reconstruire complètement votre ADN. Et la deuxième chose qui a été montrée, c'est que dans les données qui sont aujourd'hui disponibles dans les bases américaines, il y en a suffisamment pour qu'on arrive à reconstruire l'ADN de 60% des Américains d'origine européenne qui vivent aux États-Unis. Parce qu'en fait, une fois qu'on a l'information d'une personne, eh bien, on a aussi des informations sur ses parents biologiques, ses enfants biologiques et ses frères et sœurs biologiques. Donc, en fait, une personne est informative pour tous ses apparentés biologiques. Quand on a l'information d'une personne, on peut avoir des informations sur ses apparentés. Et le meilleur usage, peut-être avez-vous entendu parler de ces histoires. C'était en 2018, il y a un violeur meurtrier multirécidiviste américain qui était recherché depuis des années, qui a finalement été attrapé par les policiers en Californie. Et comment ils ont fait... un élément qui a été important dans leur enquête, c'est qu'ils ont utilisé une de ces bases, qui sont des bases de généalogie privées, et la police a ordonné à l'entreprise de mettre ces données au service de la police pour pouvoir faire des comparaisons et regarder si, en prenant l'ADN qu'ils avaient retrouvé sur des scènes de crime, ils pouvaient remonter à une personne potentielle. Donc, ça veut dire que la police a ordonné et réquisitionné, finalement, l'accès à ces grandes bases de données. Donc, on voit, là, on est vraiment dans un détournement d'usage. Alors, ensuite, je viens de le dire, on partage de l'ADN avec nos apparentés biologiques. Et donc, ça veut dire que quand on choisit de faire ces tests, on met notre ADN, mais on met aussi celui de nos enfants, de nos frères et sœurs et de nos parents, et même un peu plus, puisqu'on le partage. Et donc, une des choses qui arrive avec ce type de test, c'est aussi qu'on identifie de façon non volontaire des parentés qu'on pensait sociales, qu'on pensait également biologiques, et qu'en fait ne se révèlent en fait pas être des parentés biologiques. Mais là, j'ai parlé des aspects individuels. Enfin, j'ai parlé un peu des aspects familiaux, mais voilà, des risques et des utilités plutôt individuelles. Mais comme dans toutes les technologies, et c'est là où j'arrive à des considérations qui, de mon point de vue, ne valent pas que pour ces tests-là, il y a aussi des conséquences sociales. D'abord, depuis tout à l'heure, j'insiste, je dis toujours apparenté biologique. Parce qu'avec la diffusion de ces tests, on renforce une certaine vision de la parenté qui serait strictement biologique. Si la loi française a décidé qu'on ne pouvait pas, par exemple, j'ai dit qu'il fallait que ça soit encadré par... J'ai oublié de le dire, que quand on fait un test de paternité, par exemple, c'est toujours... ça ne peut être que ordonné par un juge pour que ça ait une valeur légale. On ne peut pas, si vous prenez un cheveu, là, vous n'êtes pas sûr que votre fils est votre fils, alors vous prenez un cheveu, vous l'envoyez dans une entreprise américaine, puisque vous ne pouvez pas le faire en France, et vous avez le résultat qui dit que ce n'est pas votre fils, vous ne pouvez pas vous faire prévaloir de cette information-là devant la justice. Il faut demander et que le juge enquête évalue si c'est pertinent ou pas de faire ce test. Et donc, clairement, pourquoi c'est encadré comme ça par un juge? C'est parce que c'est compliqué, la parenté. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais je pense que c'était la semaine dernière, il y a eu cette histoire avec l'ancien roi de Belgique, dont une femme prétendait depuis très longtemps être la femme Albert II, je crois, non?
Bon, ça n'est pas très grave. Hein. C'était juste parce que j'ai lu ça et je me suis dit, ah bah tiens, celui-là. Chaque semaine, il tombe un exemple différent, hein, donc c'est facile à suivre. Mais voilà, le roi, jusqu'à présent, avait refusé, l'ancien roi, de se soumettre au test. Parce que toute cette histoire de est-ce que c'est ma fille, pas ma fille, ce n'est pas qu'une question de biologie, c'est aussi une question beaucoup plus large de social. Hein. Et donc réduire la parenté à sa stricte dimension biologique, c'est renforcer certains aspects qui ne sont pas la norme dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Ça, c'est une première chose, donc cette biologisation de la parenté. La deuxième chose, c'est qu'on constitue ces grosses bases de données. Et là, si vraiment il y a plusieurs dizaines enfin, en l'occurrence aux États-Unis, si je reste aux États-Unis par exemple, une base de données de 5 millions, c'est énorme, c'est la même taille que le fichier de la police des empreintes génétiques américaines, ces énormes fichiers. Et quand on constitue des fichiers comme ça, on constitue aussi des données qui sont centralisées, qui permettent de tracer les individus, de les trier, de les discriminer. Et il suffit de suivre la presse régulièrement pour avoir chaque fois des nouveaux exemples. On sait aujourd'hui que les autorités chinoises, dans les modalités de répression contre la population ouïghour, qui est une population de confession musulmane, a mis en place toute une série d'outils de surveillance généralisée, hein, avec y compris des camps d'internement. Enfin, c'est une répression très féroce, mais qui incorpore parmi ces outils du fichage génétique avec un fichier qui contiendrait 36 millions de profils génétiques. Alors évidemment, c'est la Chine, donc les chiffres s'envolent vite. Mais on voit que ces fichiers sont aussi des outils politiques pour les régimes qui souhaiteraient en faire des usages de tri, de discrimination. Et une fois que les fichiers sont constitués, ils sont là. Alors peut-être qu'on peut considérer que dans un régime comme le régime français, nous avons en France un fichier des empreintes génétiques, qui est un fichier tenu par la police et la gendarmerie. Si vous voulez, on pourrait en rediscuter. Mais ce fichier, la loi dit non, mais ça risque rien parce qu'il y a des magistrats qui sont en charge de surveiller ce fichier. Il ne peut pas être détourné d'usage. Mais enfin, il suffit d'un changement de régime pour que les usages de ce fichier soient modifiés et le fichier est là. Hein, quand il est constitué, il est constitué. Voilà, donc tout ça pour dire que, parce que je vois que je parle beaucoup, l'ADN est une information individuelle, mais c'est aussi une information qui est partagée dans les familles, qui est partagée dans les populations, et qu'il est extrêmement important, quand on réfléchit à la façon d'encadrer ces technologies, d'abord de bien évaluer les bénéfices réels, parce que c'est toujours des domaines dans lesquels il y a énormément de promesses. Et quand on évalue les conséquences, il faut évaluer les conséquences individuelles, mais il faut s'autoriser absolument, et c'est même un enjeu majeur, de penser aux conséquences collectives de ces choix. Alors le deuxième exemple que je vais prendre, c'est celui dont vous avez peut-être entendu parler, qui a fait beaucoup de bruit à la fin 2018, quand un chercheur chinois, He Zhonghui, je ne garantis pas la prononciation, a fait circuler une vidéo sur YouTube. Donc il est dans son laboratoire, voilà, un look très décontracté d'entrepreneur de la science, hein, qui a monté des startups, etc., et qui nous explique qu'il a donné naissance à 2 jumelles qu'il a nommées pour garder leur anonymat, Lulu et Nana, qui ont été faites par fécondation in vitro. Et au moment, avant d'implanter l'embryon chez la mère, il a modifié génétiquement l'ADN, donc, de ces petites filles. Enfin, et pourquoi, dit-il, a-t-il fait ça? Eh bien, c'est un couple dont le père est atteint, est séropositif. Il n'est pas atteint, il est séropositif. Ce qu'il dit avoir modifié génétiquement chez ses jumelles, c'est un gène qui
est retrouvé naturellement chez certaines personnes dans le monde. Et notamment, je fais une petite digression, mais c'est un gène qui a été trouvé au sein de populations de prostituées en Afrique de l'Ouest, parce que c'était une population très soumise à risque de contamination par le virus du sida, et c'était des femmes qui n'étaient pas contaminées. Et donc il y a eu des recherches qui ont été faites et qui ont montré que une des choses qui pouvait contribuer à expliquer leur résistance particulière, c'est qu'elles avaient un gène un petit peu particulier qui conférait cette résistance. Et donc, ce qu'a fait ce chercheur, c'est qu'il a modifié le gène dans l'embryon pour le rendre, dit-il, le plus similaire possible à cette version du gène qu'ont ces femmes et d'autres personnes dans le monde, on l'a vu par la suite, confèrent cette résistance au virus du sida. Donc il dit j'ai aidé à limiter les souffrances puisque ces jeunes femmes à naître ne seront pas atteintes du virus du sida. Voilà. Alors voilà, ça a fait énormément de bruit parce que c'était la première fois qu'a été annoncé, peut-être ça a été fait avant mais ça on n'en sait rien, la naissance d'enfants humains, bien sûr il faut préciser, génétiquement modifiés. Donc pour rappel, alors je pense que vous n'allez pas voir grand-chose, mais en tout cas en France, la pratique est strictement interdite. Nous sommes signataires de la Convention d'Oviedo, qui est une convention européenne, qui n'a été ratifiée que, mais c'est déjà pas mal, par 29 pays. Mais c'est également interdit en Inde, en Afrique du Sud, en Israël, enfin je ne veux pas faire la liste. Aux États-Unis, ce n'est pas interdit, c'est interdit de faire des recherches à visée de donner naissance à des enfants avec de l'argent public. Mais un chercheur financé par Google ou Amazon, puisque ceux qui ont beaucoup d'argent, qui dans un laboratoire avec de l'argent strictement privé souhaite le faire, peut le faire. Ce n'est pas interdit par la loi. En Chine, la situation n'était pas totalement claire, enfin, c'était pas interdit en tout cas, et suite à cette histoire, le gouvernement chinois a pris des positions un petit peu plus fermes pour contrôler au maximum l'utilisation de ce type de pratiques. Alors, ça a fait beaucoup de bruit aussi, c'est que cette annonce, ce chercheur comptait la faire courant 2019, pardon. Mais il a été pris d'urgence parce qu'il y a un journaliste américain qui a eu vent de cette histoire et qui en a fait un article dans une revue. Et surtout, c'était à la veille d'un sommet international, le second sommet international, qui était... Alors, international, je retire, enfin, ils disent que c'est international. C'est un sommet qui était organisé par l'Académie des sciences américaine, l'Académie de médecine américaine, l'Académie des sciences britannique et l'Académie des sciences de Hong Kong. Donc, le niveau d'internationalité est quand même tout relatif, mais c'était donc un sommet international sur alors, ce qu'on appelle l'édition du génome, je vais y revenir, c'est des nouvelles techniques de modification de l'ADN. Et il se trouve que ce Chinois, enfin je vais arrêter de dire qu'il est chinois parce que ce n'est pas sa seule caractéristique, monsieur He Changqi était prévu pour parler lors de ce sommet, donc il est venu devant la presse internationale et il a présenté les résultats de son expérimentation, résultats qui ont montré que c'était vraiment du bricolage. On se doutait bien que c'était du bricolage, mais il a présenté les résultats qui montraient que les modifications de l'ADN qu'il a faites n'étaient pas du tout aussi précises que ce qu'il avait annoncé avoir fait. Alors il y a eu une prise de position par les organisateurs du sommet, qui ont condamné cette expérimentation. Ils ont condamné la procédure, ils ont condamné la façon qu'il avait eu de faire ça, la technologie qu'il avait utilisée. Ils ont condamné aussi le fait qu'il ait choisi de faire ça pour des enfants d'une personne séropositive, en disant de toute façon, il y a déjà, et les jeunes filles qui sont nées ont eu le droit à ce traitement, c'est-à-dire ce qu'on appelle le lavage de sperme, qui permet de faire en sorte, quand un homme est séropositif, que l'embryon ne soit pas contaminé par le virus du sida. Ça, on sait faire, et en l'occurrence, la grossesse a été, enfin, cette technique a été utilisée. Et donc, l'argument était là de dire il n'y a pas de nécessité médicale à faire ça, puisqu'on est capable d'éviter que ces enfants naissent avec le virus du sida. Ils ont critiqué le moment où cette expérimentation a été faite,
en disant « c'est trop tôt ». Mais il n'y a pas eu de condamnation du principe même de modifier génétiquement un embryon humain pour donner naissance à des enfants. Je reviendrai là-dessus parce que c'est un point important. Et là, à ce moment-là, on a notamment entendu des voix disant non, mais voilà la Chine, c'est le Far West éthique. En Chine, les chercheurs font tout ce qu'ils veulent, alors qu'à l'Ouest, nous sommes beaucoup plus responsables, etc. Sauf qu'en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que ce scientifique-là était totalement intégré dans les réseaux scientifiques internationaux, qu'il avait fait sa thèse aux États-Unis, qu'il avait continué à faire de la recherche aux États-Unis ensuite, et qu'il y avait toute une série d'universitaires américains travaillant dans les plus grandes universités de la côte ouest et de la côte est, qui avaient eu vent de son expérimentation, qui savaient que l'expérimentation était en cours. Là, on voit un chercheur de Stanford, donc une grande université de la côte ouest, qui a dit publiquement je n'approuve pas du tout ce qu'a fait ce chercheur. Et en fait, dans un email, quand le collègue chinois lui a annoncé son expérimentation, il a répondu, on a eu trace de l'email, « Waouh, c'est un sacré truc que tu as fait là », mais positivement. Hein. Donc, effectivement, il y a toute une série de personnes, y compris un prix Nobel américain, qui ont été au courant, plus ou moins impliquées dans cette expérience, et puis il y a eu des soutiens financiers. Donc, on n'est pas... Cette simplification de dire il y a l'Ouest chinois qui fait, enfin le Far West chinois qui fait, Far Est pardon chinois qui fait n'importe quoi. Bon. Alors cette expérimentation a fait l'objet de condamnations multiples de par le monde. Je ne l'ai pas précisé, je suis aussi membre du comité d'éthique de mon institution, donc l'INSERM. Donc nous avons fait un communiqué pour condamner cette pratique et condamner le fait de modifier génétiquement des embryons pour donner naissance à des enfants. Et là, très récemment, le collègue a été condamné à 3 ans de prison et il n'a plus le droit, il est banni à vie de travailler sur les questions de reproduction. Alors là, je vais refaire ce que je disais tout à l'heure, c'est important de mettre ces technologies dans leur contexte. Et là, il se trouve que ce sont des technologies, ces modifications d'embryons, à remettre dans ce que je qualifie ici d'explosion des marchés mondiaux de la reproduction. C'est-à-dire qu'il y a toute une série dans le monde de cliniques privées qui constituent un marché extrêmement fructueux, florissant, agressif, qui proposent des forme de traitement autour des enjeux de fertilité, donc pour faire de la fécondation in vitro, mais aussi pour faire du diagnostic génétique pré-implantatoire. Aux États-Unis, c'est une pratique assez courante, par exemple, choisir, avant d'implanter l'embryon, si vous voulez un petit garçon ou une petite fille. Donc on choisit l'embryon qu'on va vous implanter pour proposer des services ici de mère porteuse. Il y a une compétition internationale très forte avec des réglementations nationales variables. En France, on n'a pas le droit de faire le choix du sexe quand il y a des couples qui sont stériles et qui passent par une fécondation in vitro. Les médecins ont interdiction formelle de choisir si c'est une petite fille ou un petit garçon qu'on va réimplanter. Mais une personne qui est allée faire sa fécondation in vitro à l'étranger et qui revient en France, le gouvernement reconnaît la naissance de l'enfant. Hein, donc ça contribue à... voilà, on a un marché, donc des forces de marché, des forces économiques qui sont extrêmement fortes derrière, avec une expérimentation qui, dans ce champ-là, la pratique dominante, c'est que si les patients sont d'accord, si les parents sont d'accord, si les médecins sont partants, alors c'est justifié au nom de limiter les souffrances. C'est une espèce, dans ce champ de la reproduction, particulièrement, comme ça depuis l'expérimentation initiale de la fécondation in vitro, c'est particulièrement fort et ça contribue à rendre possible toute une série de choses qui sont pas vraiment testées. C'est-à-dire un médicament, on ne le met pas sur le marché comme ça, juste pour limiter les souffrances. Il y a des règles qui sont imposées, il faut vérifier son efficacité, ses effets secondaires, etc. Là, il y a une culture de l'expérimentation qui est très forte. Alors du coup, quand ces nouvelles techniques, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des nouvelles techniques de modification de l'ADN
qui ont été inventés récemment, en fait. Hein, c'est 2012, c'est récent. Ça a fait un bruit très fort. Il y a eu énormément d'engouement partout pour ces outils. Donc, le plus connu s'appelle CRISPR. Il a un nom de céréale. C'est un outil, finalement, assez classique de modification du génome, hein, comme ce qu'on a utilisé, enfin ce qui a été utilisé dans les laboratoires pour faire des plantes génétiquement modifiées, ça ressemble un peu. Simplement, c'est moins cher, c'est plus facile et beaucoup plus rapide. Et donc, il y a eu une diffusion très, très rapide, très large de ces techniques. Beaucoup de brevets ont été déposés. Donc, de brevets, ça veut dire propriété intellectuelle, protection de la propriété intellectuelle. Et des investissements financiers absolument incroyables. Il y a eu des sommes investies dans des start-up et des petites entreprises qui promettent, beaucoup de promesses, de faire des développements qui vont bien sûr révolutionner, il s'agit toujours de révolutionner la santé, énorme. On a passé des seuils par rapport à tout ce que ça avait, tout l'argent qui avait pu être investi dans ce domaine de la santé. Donc, encore une fois, des enjeux économiques absolument majeurs autour de ces techniques de modification, d'édition de l'ADN, et des enjeux économiques majeurs autour de ces marchés de la fertilité. Et comment les scientifiques ont réagi? En fait, en 2015, donc à peine 3 ans après la publication de ces nouveaux outils, il y a certains scientifiques qui se sont réunis entre eux et qui ont dit « Ouh là là, avant d'autoriser les modifications génétiques sur les embryons pour donner naissance à des enfants, il faut quand même qu'on réfléchisse un petit peu. » Et puis, voilà, ils ont fait un premier meeting et ils ont dit, bon, avant de rendre ça possible, donc en considérant que ça pouvait être possible, il faut quand même qu'on s'assure que c'est des pratiques bien sécurisées et puis que ça fait bien ce qu'on veut que ça fasse. Il ne faut pas qu'il y ait d'effets secondaires et puis que quand on veut vraiment guérir quelqu'un, on va vraiment le guérir. Voilà. Et puis, ils ont dit, et puis quand même, il faut qu'il y ait un consensus quand même assez large dans la population générale sur le fait que c'est une bonne idée de faire ça, la pertinence de ces applications. Et la question qui se pose donc, c'est comment, enfin, une des questions qui se pose par contre, comment on va évaluer si les gens considèrent que c'est une bonne chose. Et ce qu'on entend de plus en plus, d'ailleurs régulièrement il y en a, c'est on peut faire des sondages. Hein, par exemple, là, un sondage qui a été fait auprès de 1500 Canadiens adultes montre que dans cet échantillon, 73% des personnes interviewées considèrent que faire un sondage... un sondage montre que 73% des gens considèrent que modifier génétiquement un embryon avant de donner naissance à un enfant, s'il s'agit de guérir une maladie génétique très grave, c'est acceptable. Si c'est pour lui donner un QI plus élevé, 67% des gens pensent que c'est inacceptable. 17% que c'est acceptable et 16% n'ont pas d'avis. Donc, est-ce que c'est un sondage qu'il faut faire sur des questions comme ça? Est-ce que c'est ça qu'il faut? Alors, moi, dès ce moment-là, avec l'association Sciences Citoyennes, nous, on s'est élevé contre cette tentation des scientifiques, dont nous sommes partis, hein, mais c'est varié les scientifiques, de chercher à rester entre experts pour réfléchir aux enjeux que posent ces technologies et aux façons de faire pour les encadrer. Le point que nous soulevons, c'est qu'il est important d'avoir des réflexions internationales, interdisciplinaires, donc plusieurs disciplines, mais aussi cosmopolites. C'est-à-dire que sur des questions aussi importantes que l'embryon et la possibilité, parce que c'est de ça dont on parle, de modifier génétiquement l'espèce humaine, ça ne peut pas être les scientifiques tout seuls dans leur coin qui décident si c'est bon, si on a la bonne balance bénéfice-risque. Parce que l'enjeu fondamental, c'est quelle question ça soulève. Est-ce que c'est juste la question de soigner quelques maladies? Parce que je ne suis pas rentrée dans le détail, mais en l'occurrence, la justification, c'est qu'il y a un nombre très rare de maladies génétiques, elles-mêmes très rares, qui pourraient être guéries,
qui pourraient être évitées avec ces façons de faire et qui aujourd'hui sont plus compliquées. Donc les couples qui sont concernés ont plus de difficultés à avoir des enfants biologiques. Donc, est-ce que c'est cette question-là qui est la seule question, ou est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui doivent être posées? Et finalement, est-ce que ce sont simplement les scientifiques qui sont les plus à même de poser ces questions-là? On parle bien quand même du futur de l'humanité, on parle bien de questions qui concernent tout le monde, parce que donner la vie ou pas la donner, comment, etc., ce n'est pas des questions strictement scientifiques, c'est des questions éminemment sociales. Et donc, l'enjeu, c'est bien de réfléchir, enfin de construire des positions, en tout cas de construire des formes de débat qui permettent de résister à la tentation, résister au... Je ne sais plus avec qui j'ai parlé tout à l'heure de ce beau mot de résister, donc je l'ai placé. Résister aux seules forces du marché. Hein, j'ai insisté sur cet aspect-là. Elles sont extrêmement puissantes dans ces domaines. Et puis, elles sont très efficaces pour agréger des points de vue individuels et condamner la possibilité de penser les dimensions collectives, qui sont fondamentales sur des questions comme ça. L'embryon, le fœtus, le bébé, tout ce qu'on... Enfin, voilà, ne se réduit pas à ce que les biologistes, les médecins de la reproduction, considèrent qu'il est. Bien sûr que c'est important d'écouter les scientifiques, bien sûr que c'est important d'écouter les médecins, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais la question c'est est-ce qu'on peut réduire le point de vue et la façon dont une société va encadrer ces questions-là aux questions et au point de vue d'experts? Eh bien moi, ma réponse est non, puisque l'embryon est beaucoup plus que ça, et qu'il est important aujourd'hui de réinjecter les questions sociales, le contexte social dans lequel se déploient ces technologies, et de faire place à tous les points de vue. Alors, voilà, j'avais prévu au départ de vous parler d'autres questions. Ce que je voudrais dire simplement sur deux aspects, parce qu'on m'avait demandé de parler de la fin de vie, et j'ai dit, mais moi je ne suis pas spécialiste de la fin de vie, donc je ne préfère pas dire des bêtises. Par contre, il me semble qu'aussi bien sur la question de certaines technologies de reproduction que sur la fin de vie, certains des éléments que j'ai exposés sur ces deux cas de figure se posent aussi. Et par exemple, si on prend donc, dans la loi actuelle là, de bioéthique qui est en discussion, l'Assemblée nationale avait voté la possibilité pour des femmes sur une certaine fourchette d'âge de congeler leurs ovocytes. Donc, ce qu'elles ont comme stock d'ovocytes qui pourrait permettre de faire des enfants plus tard. Parce que plus on vieillit, et moins les ovocytes sont de bonne qualité. Hein, donc les œufs, c'est un terme technique qui désigne l'équivalent du spermatozoïde pour les femmes. Plus on vieillit, et moins c'est de bonne qualité. Et donc, si on fait un enfant à 40 ans ou à 38 ans, les ovocytes sont de moins bonne qualité qu'ils le sont à 20 ans. Et donc là, c'est une proposition qui a été donc votée d'autoriser, c'est pas autorisé pour le moment, aux jeunes femmes de congeler leurs ovocytes, et avec une prise en charge par la sécurité sociale. C'est une demande donc, qui a été exprimée par certaines femmes, pas toutes bien sûr, qui a été très relayée par une grande partie des professionnels de l'assistance à la procréation médicale, l'assistance médicalisée à la procréation, puisque, voilà, encore une fois, oui, il y a des demandes, il faut y répondre, c'est autorisé à l'étranger, donc il faut aussi l'autoriser en France. Bon, voilà, l'Assemblée nationale avait voté, le Sénat l'a retoqué, donc on ne sait pas encore ce que ça va donner au total. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça pose aussi des questions collectives. Parce qu'en mettant en place ce type de procédure, on franchit un pas de plus vers la médicalisation des projets de reproduction. C'est-à-dire que si on fait la congélation d'ovocytes, ça veut dire qu'on va faire de la fécondation in vitro pour des femmes qui n'en auraient pas forcément besoin. Ça veut dire qu'on va rajouter encore plus de normalisation, de banalisation du fait qu'avoir des bébés, ça passerait par quelque chose de médical. C'est-à-dire au moment de la procréation, parce que bien sûr, déjà, les grossesses sont très médicalisées.
Voilà, donc ce que je voulais dire par là, c'est que bien sûr, il y a des enjeux individuels, mais il y a des enjeux collectifs et que c'est important aussi de réfléchir et de donner un espace au moment de ces réflexions à ces dimensions collectives. Sur la fin de vie, je ne pourrais malheureusement pas dire énormément de choses, mais l'enjeu, bien sûr, ici est moins d'encadrer une technologie nouvelle, puisqu'on ne parle pas, comme c'est le cas avec la congélation d'ovocytes ou avec les modifications génétiques sur les embryons. Ce n'est pas d'encadrer des technologies, mais de réfléchir, d'autoriser ou pas de nouvelles façons socialement légitimées par la loi de mourir. Parce que les deux lois récentes, 2005 et 2016, qui ont été votées en France, permettent d'ouvrir un droit, ouvert la voie à la construction, c'est un chemin d'un droit à une fin de vie apaisée, et à refuser de subir une obstination médicale déraisonnable en fin de vie, avec possibilité de sédation profonde, c'est-à-dire une loi qui ouvre à la prise en compte de la volonté des patients, mais la loi ne lève pas l'interdiction qui est aujourd'hui pénalement poursuivie de provoquer délibérément la mort d'une personne dans un contexte médical. Donc, on est dans un débat qui est finalement assez différent de ceux dont on a discuté jusqu'ici, mais encore une fois, ici se posent des enjeux individuels, voilà, que les uns et les autres peuvent faire valoir, et puis des enjeux collectifs. Qu'est-ce que c'est potentiellement cet élargissement du domaine de la médecine pour aller jusqu'à la possibilité de donner délibérément la mort. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer plus, mais je pense que cette articulation entre dimensions individuelles et collectives est ici aussi importante dans la façon de poser les questions. Voilà, et un point sur lequel je vais terminer, c'est la question de savoir, bon, d'accord, alors vous nous dites qu'il faut articuler le collectif avec l'individuel, il faut réinjecter du contexte social. Et comment on fait, hein, c'est compliqué quand même, toutes ces questions. Alors, moi, je n'ai pas de solution miracle, mais la seule chose que je voulais vous dire pour finir, c'est que donc, au sein de l'association Sciences Citoyennes, depuis longtemps, on promeut, on essaye de faire valoir ce qu'on a appelé, nous, les conventions de citoyens, alors qui n'est pas exactement ce qui est en train de se passer autour du climat actuellement, parce que, mais l'esprit est quand même au départ un peu proche, mais nous, le point de vue qui est le nôtre, c'est qu'il faut des procédures assez précises pour organiser ce type de débat, parce que le diable se niche dans les détails. L'idée de ces conventions, c'est de tirer au sort une quinzaine, une trentaine de personnes, donc un petit groupe de personnes, hein, donc c'est pour ça que c'est plutôt une quinzaine, le nombre est important parce que c'est la question de comment on discute, hein, qui soient formés pendant plusieurs week-ends par des panels contradictoires, de point de vue contradictoire, d'experts ou d'acteurs concernés par le domaine, pour ensuite délibérer de façon informée sur les enjeux et les choses auxquelles il faut faire attention autour d'une question. C'est-à-dire d'essayer de produire justement, c'est un dispositif qui est là pour produire une réflexion sur les enjeux collectifs en les articulant aux demandes individuelles et aux besoins individuels. Alors, c'est un dispositif qui est compliqué et qui est facilement détourné. Parce que, par exemple, dans les derniers états généraux de la bioéthique qui ont été organisés en France, nous avions annoncé des conférences de citoyens qui étaient organisées. Sauf que si je prends que l'exemple des recherches sur l'embryon, c'était la même biologiste de la reproduction qui expliquait la position de ceux qui pensent que c'est bien et ceux qui pensent qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Et donc là, de mon point de vue, tout est dit. C'est-à-dire, si on veut pouvoir réfléchir que des citoyens tirés au sort produisent du bien commun, il faut qu'ils soient correctement informés. Donc moi, je ne demande que ça, d'être contredite par quelqu'un qui ne pense pas la même chose que moi. Dès lors que la décision pourra se faire en écoutant les éléments que je pointe et en écoutant les autres éléments qui sont pointés, hein, pour pouvoir équilibrer les positions. Voilà. Et puis, évidemment, donc, ces conventions de citoyens sont une des pistes
je ne prétends pas que ça soit la seule solution, c'est forcément des questions complexes, mais, et ce sera mon mot de la fin pour l'introduction, c'est que ce sont des questions éminemment politiques, et que le fait qu'il y ait des lois de bioéthique, je l'ai dit au tout début, il n'y a pas qu'en France, mais disons qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où il n'y a pas de loi. Et quand on discute avec des collègues anglais, par exemple, alors eux, le principe qu'en France, on discute de loi de bioéthique, elle les fait complètement halluciner, parce que pour eux, ce n'est pas du domaine de la loi, la bioéthique. C'est de la réglementation des pratiques d'experts. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure solution de passer par la loi, mais au moins ce que j'ai pu constater dans les débats, c'est qu'ils ne sont pas toujours très informés, mais il y a des débats politiques. Et moi, il me semble que sur ces questions-là, c'est extrêmement important de réinjecter en permanence du politique, au sens où le politique, c'est la vie de la cité. C'est-à-dire, quelles sont les conséquences de ce qu'on est en train d'autoriser ou d'interdire sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et dans lequel nous vivrons demain. Voilà. Maintenant, je suis ouverte à toutes les questions. Merci Catherine. La parole est maintenant à la salle. Il y a 2 micros, un par là-bas et un ici, à votre disposition. Alors il ne faut pas hésiter parce qu'on n'a pas tellement de temps que ça, donc pas trop de temps mort. Non mais alors surtout, y compris si vous avez des questions ou des remarques, enfin si vous n'êtes pas d'accord d'abord, ou si vous avez des remarques sur des points dont je n'ai pas parlé, mais qui pourraient... là-bas. Oui, bonjour, merci pour cet exposé très très clair. Vous avez bien parlé de la position de la France, la position actuelle, par rapport au problème de bioéthique. Quelle est la position des autres pays européens, et en particulier de l'Union européenne, et est-ce qu'il serait envisageable, à plus ou moins long terme, d'avoir une position commune de l'Union européenne sur ces problématiques? Alors, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, pour la question... Alors, ça dépend des questions, en fait, pratiquement. Il y a, au niveau européen, il y a, à la Commission européenne, il y a un conseil d'éthique auprès de la Commission européenne. Mais il y a surtout la Convention européenne des droits de l'homme, qui est donc signée par plus de pays qu'il n'y en a dans l'Union européenne, donc plus large. Je ne me rappelle plus des chiffres, mais il me semble qu'il y a bien 50 pays qui sont signataires. Alors certainement qu'il y a des experts de la Convention dans la salle qui pourront le préciser, mais en tout cas, il y a au sein de la Convention, donc du Conseil de l'Europe, il y a des conventions qui sont signées sur des questions de bioéthique, mais alors ça dépend des questions. Voilà, par exemple, la Convention d'Oviedo, qui régule ces questions notamment de modification génétique et d'utilisation de la génétique, c'est un texte donc, international, européen, mais entendu au sens large, c'est-à-dire au-delà de l'Union européenne, mais donc qui a été signé, qui est ratifié par 29 pays. Donc c'est pas tout le monde. En tout cas, c'est pas tous les pays de l'Union européenne. Les Anglais l'ont pas ratifié, par exemple. Pardon ? Ils sont plus dans l'Union, oui. Merci, j'ai pas. Mais en tout cas, à l'époque, ils l'étaient. Mais de toute façon, c'était pas dans l'Union, c'était dans le Conseil de l'Europe. Je vais reprendre la carte que j'avais là, parce que voilà. En tout cas, c'est interdit aussi en Grande-Bretagne, les modifications irritables, mais ils ne sont pas signataires d'Oviedo, je crois. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le débat bioéthique au niveau international, il est toujours extrêmement compliqué, y compris au niveau européen, parce qu'il y a des cultures nationales assez variées. Je vais vous prendre juste l'exemple du diagnostic préimplantatoire. Le diagnostic préimplantatoire, c'est quand il y a des familles dans lesquelles il y a des maladies génétiques graves, d'une particulière gravité, dit la loi française, pour lesquelles il n'y a pas de traitement. Quand il s'agit de maladies génétiques, c'est-à-dire qu'on sait repérer dans l'ADN si un enfant à naître va être atteint ou pas de la maladie. Il est autorisé en France de faire une fécondation in vitro avec un choix des embryons pour ne réimplanter chez les mères que les embryons chez lesquels on ne trouve pas, enfin, on trouve des enfants qui ne seront pas atteints de la maladie.
C'est compliqué parce qu'il faut beaucoup d'embryons, ça ne marche pas à tous les coups. La fécondation in vitro, c'est déjà pas une technique qui marche très bien. Il y a finalement un taux d'erreur, enfin un taux d'échec, pardon, assez élevé. Mais quand plus on rajoute le fait qu'il faut trier les embryons, c'est compliqué. Mais en France, c'est autorisé, c'est très encadré légalement. Il n'y en a finalement pas tant que ça qui sont faits chaque année, parce que les médecins sont assez stringents, mais c'est autorisé. En Allemagne, par exemple, le traumatisme des pratiques sous le régime nazi, y compris par des scientifiques, a été tel que la position en Allemagne sur le DPI, on dit DPI quand on parle vite, mais c'est diagnostic préimplantatoire, est beaucoup plus restrictive. À ma connaissance, c'est encore interdit, ou alors c'est vraiment très très exceptionnel. Parce que nationalement, ce n'est pas possible dans le débat public. Et là, alors qu'aux États-Unis, je vous l'ai dit, dans les cliniques privées, ils le font pour le sexe. Donc, c'est vous dire que ce qui est compliqué, c'est qu'un encadrement bioéthique, c'est beaucoup d'histoires de social, ce qui est normal, puisqu'encore une fois, il est question aussi des façons d'organiser la vie dans des mondes de plus en plus envahis par toute forme de savoir scientifique et de technologie. Mais voilà, il y a quand même des conventions qui peuvent être signées, c'est un énorme travail, et c'est vrai qu'en même temps, c'est essentiel, parce que si on revient sur le débat que j'ai posé là sur les modifications de l'embryon, en France, c'est interdit parce qu'on a signé la convention d'Oviedo. Et moi, j'ai des collègues qui sont plutôt favorables à l'ouverture de cette possibilité de modifier génétiquement les embryons pour des maladies génétiques. Eux, ce qu'ils souhaiteraient, c'est qu'on modifie la convention d'Oviedo. Mais modifier une convention internationale, c'est extrêmement compliqué. Parce que la faire voter, c'est compliqué, la faire ratifier, c'est compliqué, mais la faire modifier, c'est pareil. Donc c'est quand même des verrous de protection qui sont forts. Et donc c'est important que ce travail continue, mais c'est un travail très long, très compliqué. Et voilà, donc il y a des efforts qui sont faits. Au niveau du Conseil de l'Europe, il y a un travail, il y a des responsables de la bioéthique qui travaillent dur, mais c'est vraiment compliqué les négociations internationales, en général, et sur ces questions-là en particulier. Si, d'autres questions? L'Organisation mondiale de la santé, sa position. L'Organisation mondiale de la santé, sa position, est-ce qu'elle s'est prononcée sur ce point-là? Alors oui, sur les modifications héritables de l'embryon, suite donc au scandale, l'OMS a mis en place un panel d'experts assez transdisciplinaires, mais qui sont quand même beaucoup des experts officiels, voilà, pour faire un petit peu le bilan, suivre tout ce qu'il peut y avoir comme données sur les bénéfices et les risques. Et a mis en place un registre international de tous les essais d'expérimentation clinique dans lesquels il y a de la modification du génome d'embryon, pour qu'il y ait un suivi, y compris des recherches. Pas que des expériences qui donnent un... Parce qu'il y a deux façons de modifier les embryons. Soit c'est pour donner la vie à des enfants, c'est ce qui s'est passé avec cette expérience de la naissance des jumelles, mais il y a aussi des recherches qui peuvent être faites sur les embryons. Et ensuite, les embryons ne sont pas implantés dans le ventre d'une femme. Et donc là, c'est un registre de toutes ces formes d'utilisation sur des recherches d'embryons. Donc, ce n'est pas une position d'interdiction, c'est pas une position comme ça, mais par contre, c'est une position de suivi, de vigilance. Voilà. Mais parce que c'est aussi plus facile, d'une certaine façon, de faire ça, parce que, encore une fois, les positions claires, aujourd'hui, au niveau international, c'est impensable tellement... Enfin, voilà, il y a plein de gens dans le Parlement qui sont extrêmement favorables, encore une fois, comme je l'ai dit, avec tous ces puissances, enfin, ces forces économiques qui sont extrêmement favorables, en fait, à faire lever ce qu'ils appellent un verrou dépassé, et que de toute façon, le futur de l'humanité, c'est l'homme augmenté, génétiquement modifié. Après tout, on modifie génétiquement nos plantes, on modifie génétiquement nos animaux, pourquoi pas un humain, si c'est pour le rendre plus grand, plus beau, plus fort, etc. Donc, voilà, l'Organisation mondiale de la santé, c'est quand même une instance assez faible politiquement au niveau international. Donc, voilà, elle a réagi, elle a mis en place des choses, mais ça reste du suivi, quoi. Quand
qu'en est-il actuellement de l'anonymat des gamètes, du don de gamètes puisque avec la généralisation des tests ADN, même s'ils sont interdits en France, les gens peuvent connaître actuellement les parentés biologiques. Et là, de fait, des enfants nés de dons de sperme ont découvert des demi-sœurs, des demi-frères, voilà. Donc, de fait, on est dans une situation qui remet en question l'anonymat du don de gamètes. Qu'est-ce que... Ah oui, mais ça, c'est une question. Alors, moi, je vais apporter des éléments. Hein. Je ne vais pas être tranchée sur la question, parce que c'est effectivement un des enjeux. C'est-à-dire que, si on reste dans le cadre français, ces tests génétiques sont interdits. Hein. Donc, tant qu'on n'a pas voté cette nouvelle loi de bioéthique, parce que pour le moment, elle n'est pas votée, donc elle n'est pas appliquée, il y a toujours l'anonymat. Dans la nouvelle loi, ce que prévoit la nouvelle loi, c'est que à partir d'une certaine date, les donneurs devront accepter d'être potentiellement recontactés. Hein ? Les dons à venir, voilà, c'est ça. Oui, je sais, non, mais je vais revenir, je vois tout à fait ce que vous avez dit. Non, mais bien sûr. Donc, dans le cadre légal français, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ce qui pose problème, c'est effectivement ces personnes qui ont recours à des services au niveau international, qui sont interdits en France, et qui, pour certains, et ça a fait grand bruit effectivement, ont retrouvé des géniteurs, notamment en trouvant des demi-frères, demi-sœurs, etc., et en reconstruisant, ou des cousins éloignés, etc. Donc on pourrait dire, et c'est un des arguments d'ailleurs des gens qui veulent légaliser ces tests, en disant, voilà, de toute façon c'est intractable. Moi, il me semble que la question fondamentale qu'il y a derrière, c'est que, encore une fois, on en revient au contrat qui a été passé avec les personnes qui ont donné leur sperme. Si on considère que c'est important pour tout enfant né, si la société considère que c'est important pour tout enfant né de don de gamètes de pouvoir, s'il le souhaite ou si elle le souhaite, retrouver son géniteur biologique, si la société considère que c'est normal, alors elle doit se donner les moyens d'y arriver. Et ce n'est pas forcément en autorisant les tests génétiques que ça peut être fait aussi en réouvrant les dossiers, parce qu'il y a les données qui sont disponibles dans les banques de sperme. Donc, la question fondamentale pour moi, elle est là. Et après, s'il y a des gens qui, par la bande, arrivent à faire ça, de toute façon, en France, comme un test génétique comme ça n'a pas de valeur légale, on ne peut pas prétendre à quoi que ce soit légalement dans la société. Le père biologique ne va pas devenir le père de la personne en termes de droits associés à la parenté. Donc, voilà. Moi, je pense que la vraie question, c'est une question qui doit être débattue comme telle, c'est-à-dire comment on construit les conditions d'un droit à l'origine et pas comment, puisque la technologie le permet, elle s'impose et elle impose avec toutes les conséquences que ça a, sans en discuter, de lever cet anonymat qui a été un contrat social pendant un temps. Et si on décide de lever ce contrat social, il n'a pas forcément été bon, mais c'est le résultat aussi d'un compromis à un moment donné de l'ouverture des banques de sperme et du fait d'ailleurs qui a été très contrôlé par les médecins, d'une façon de penser comment devait se faire la fécondation, comment devait se faire le don de sperme, les naissances de gamètes, qui devait permettre aux gens de faire comme si de rien n'était, s'ils souhaitaient faire comme si de rien n'était, parce que alors aujourd'hui, on peut critiquer les choix qui ont été faits, et c'est pas forcément les bons choix qui ont été faits. C'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est un calcul dans un monde social particulier, avec l'idée même de légaliser, d'organiser les naissances par don de gamètes, organisées par les médecins, donc par des réseaux spécifiques, etc. C'est quelque chose qui a été, à un certain moment, à une époque, quelque chose de anormal, au sens où c'était pas comme ça qu'on pensait qu'on faisait des enfants. Ça se faisait, mais on ne le savait pas. Ça se faisait dans le cabinet des médecins, et puis les femmes sortaient, puis hop, comme par hasard, elles n'arrivaient pas à être enceintes, puis tout d'un coup, elles étaient tombées enceintes. On le sait, ça, que ça a été fait depuis le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, pardon. Mais c'était pas légalisé, c'était pas socialement des institutions. Donc, à partir du moment où on décide, voilà, la question c'est est-ce que c'est la technologie qui doit, et les marchés américains qui doivent décider comment on fait famille, au sens où
Voilà, comment on construit le lien avec la parenté biologique quand on passe par des gamètes, etc. Quel débat on a et comment on décide et qu'on ne se laisse pas imposer les choix par les décisions technologiques. Voilà, c'est mon point de vue. Après, c'est un débat démocratique. Hein, si... Madame a dit, avec la convention... vas-y, répétez. Oui, je disais, avec l'autorisation de la congélation des ovocytes, on va se retrouver dans des situations de femmes qui, maintenant, une femme à 50 ans, physiquement, elle en paraît 40, mais physiologiquement, elle en a 50. Donc, elle va dire, on m'a autorisé à congeler mes ovocytes, maintenant, il faut me donner la possibilité d'être enceinte. Donc, il faut se projeter dans ce futur-là et se dire qu'on va être confronté à des demandes... puisque la technique nous permettra d'implanter des femmes à 50 ans. Mais est-ce que c'est ce qu'il faut faire? C'est un vrai problème, ça. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est la question de l'anticipation, de comment on anticipe les possibles de ces technologies, parce que si on ne les anticipe pas, on n'a pas un débat... Alors, c'est compliqué, l'anticipation, je suis d'accord. Il ne faut pas simplifier le travail d'anticipation, mais si on n'a pas un débat qui prend au sérieux ces questions d'anticipation, ce qu'il y a de sûr, c'est que les conséquences collectives des choix qu'on fait aujourd'hui, on ne se permet pas de les penser. Voilà. Il y a un hiatus entre l'âge des femmes, et leur âge physiologique et leur âge réel. Les femmes se vivent avec 10 ans de moins que leur âge physiologique. Et d'ailleurs, les femmes, on les voit aussi dans la vie courante, elles ont gagné 10 ans dans leur apparence et dans leur tête aussi. Mais leur physiologie, elle est celle de leur âge. Oui, sachant que là, on peut dire la même chose des hommes, je pense. Hein. Non, mais c'est important. Si je dis ça, c'est pas juste pour la boutade de l'égalité, mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a aussi de très longue date des hommes qui font des enfants très tard dans leur vie, parce que la biologie masculine et la biologie féminine, sur ce plan-là, est quand même assez dissymétrique. Et donc, d'aucune ou d'aucun, d'ailleurs, pourrait dire « Ah, mais c'est un progrès pour l'égalité des genres ou des sexes que de permettre à des femmes, comme ça a été le cas notamment en Italie, de femmes de 60 ans ou 65 ans qui ont donné naissance à des enfants par assimilation, un âge où il y a quand même finalement encore pas mal d'hommes qui donnent naissance, enfin en tout cas ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, enfin ça arrive quoi, des naissances, c'est pas exceptionnel. Et donc là, on en revient encore une fois à cette question que c'est pour ça que c'est vrai que c'est peut-être un peu opaque quand j'utilise ce terme, mais la question de la médicalisation des projets de procréation. Parce que tout ça, ça passe toujours par l'entremise de biologistes ou de médecins. Donc, qu'est-ce qu'on ouvre et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Certes, on répond à des souffrances, donc c'est important de l'entendre. Je dis pas qu'il ne faut pas prendre cette question-là, les questions des individus au sérieux. Mais il est vraiment important dans la décision. Et qui, justement, je pense aussi que il y a des choix individuels qui sont toujours des choix compliqués et je ne me permets pas de juger du tout des décisions que nous, on prend. Maintenant, c'est dans quelle enceinte? Parce que faire de la fécondation in vitro, c'est aussi autorisé, remboursé par la sécurité sociale. Donc on ne peut pas demander aux gens, bah oui, vous le faites, mais c'est possible. Hein. Donc la question, c'est, dans des moments comme les moments de révision des lois, par exemple, mais pas seulement, c'est des moments de réflexion collective. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des moments de réflexion collective? Qu'est-ce qu'on autorise? Qu'est-ce qu'on n'autorise pas? Moi, je reste persuadée qu'il faut se garder toujours précieusement ce droit de dire oui ou non sur certaines choses. Hein, y compris... Alors, après, il y a des rapports politiques. Je veux dire, si vraiment on est dans une société où c'est devenu vraiment... Les gens veulent absolument avoir accès à faire des enfants jusqu'à 65 ans pour les femmes, si cette société-là devait advenir, voilà, on serait peut-être encore plus résistante. De fait, c'est la démocratie. Voilà. Mais en tout cas, cette question, je suis d'accord. Oui, bonjour, bonsoir. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je ne connais pas d'exemple actuellement historique où la technologie, où la technique ait été
bloqués, rien que par des lois. Je ne connais pas d'exemple. Il y en a un seul, c'est l'énergie nucléaire, qui a été limitée seulement par la peur, mais pas par des lois. Donc je suis très pessimiste sur des discours comme ça, ou des volontés de l'homme de limiter, de faire de l'éthique. La technique le permettra, et si la technique le permet, ce ne sont pas des lois qui l'arrêteront. Voilà. Alors je comprends votre point de vue, mais pour moi, ma réponse, ça serait aussi... oui, vous avez raison, je prends au sérieux ce que vous dites. La question fondamentale, finalement, c'est pourquoi on a développé des technologies qui fait qu'on se pose ces questions-là aujourd'hui. Enfin, je remonte. Hein. Et pourquoi on n'a pas plus de réflexion politique? Alors là, moi, voilà, vous savez peut-être qu'il y a un mouvement des chercheurs en cours contre les projets de loi de programmation de la recherche. Pourquoi on n'a pas plus aussi de regard sur le type d'investissements qui sont faits dans la recherche publique, notamment, y compris la recherche privée, on a moins la main, mais quoique, il y a beaucoup d'argent public qui va pour financer la recherche privée, sur les priorités des types de recherche qu'on produit. Je prends un exemple. Quand la controverse sur les OGM a explosé à la fin des années 90, début des années 2000, donc c'est la naissance de l'association dont je parlais tout à l'heure, Science Citoyenne. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a regardé dans le champ de la sélection végétale comment se positionnait le type de recherche qui était produite en France par rapport à d'autres pays d'Europe. Et on s'est rendu compte qu'à l'époque, la recherche en agriculture biologique, par exemple, était vraiment très, très minoritaire en France et très en retard par rapport à ce qui se passait à l'époque au Danemark. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir aussi des choix sur la façon dont on oriente la recherche et donc les technologies qu'on produit qui posent ou pas des questions après, dans le futur. Donc je suis d'accord avec vous que finalement on peut dire oui, une fois que les technologies sont là, c'est plus compliqué de réguler. Alors, bon, moi je reste optimiste sur le fait qu'il y a des régulations qui sont possibles et quand même en France, la génétique est largement régulée par rapport à d'autres pays. Et de fait, à l'hôpital, ça se passe différemment selon les pays. Et il y a moins d'inégalités d'accès à ces technologies quand elles sont utiles, parce qu'il y a moins d'utilisation inutile aussi. Donc il y a quand même des effets. Je ne dis pas qu'ils sont magiques, mais il y a des effets. Après, moi, je pense profondément que l'enjeu fondamental, c'est aussi de réfléchir qu'est-ce qu'on produit comme savoir et comme technologie. Oui, vous avez raison. Mais malheureusement, tout ce que vous dites ralentira les choses. Mais au niveau mondial, on raisonne au niveau mondial. Et vous l'avez dit vous-même, il y a des pays qui font une chose, d'autres pays qui font une autre. Mais la technique, elle progresse. Elle s'en fout des lois. Donc je suis très très pessimiste, parce que de toute façon, on pourra ralentir, bien sûr, donc on va déplacer les générations, mais c'est tout, on ralentira, mais la technique, on ne l'arrêtera pas. Voilà. Que par la peur. Voilà. Non, mais moi je ne parle pas que par la peur, parce que ce n'est pas de la peur. Moi, ce que je prône, ce n'est pas la peur. Hein. J'espère que ce n'est pas le message que j'ai diffusé. Alors, d'accord, peut-être c'est ambitieux, effectivement. C'est du débat démocratique éclairé. Alors, peut-être qu'effectivement, j'ai un discours un peu naïf par rapport au rapport de force politique dans le monde. Après, il y a aussi des enjeux de marché énormes derrière. Hein. J'ai beaucoup insisté là-dessus. Voilà, s'il y a des opinions qui s'emparent, il y a quand même... moi, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui prend au sérieux certaines questions qui, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus isolée sur ma mobilisation de jeunes lycéennes contre les enjeux du réchauffement climatique, comme on disait à l'époque. Je suis très heureuse de voir que la jeunesse d'aujourd'hui s'est beaucoup plus emparée de ces questions-là. Il faut dire que l'urgence a été quand même beaucoup mieux documentée. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'il y a des mobilisations qui sont possibles dans les sociétés démocratiques et que ça peut aussi jouer sur les marchés. Et si ça joue sur les marchés, ça peut aussi, encore une fois, faire évoluer différemment les trajectoires des technologies et de leur développement. Voilà. Après, on peut considérer que les carottes sont cuites et à ce moment-là, on ne vient pas débattre tous ensemble non plus. Donc, je comprends la question, bien sûr. Juste pour compléter le commentaire de monsieur, c'est que lundi, les chefs d'entreprise qui sont rentrés de Las Vegas, du congrès mondial de la haute technologie, ils nous ont dit effectivement que le secteur santé avait explosé
explosé, mais je ne sais pas comment, ils nous ont dit vraiment combien ce secteur a été submergé donc d'entreprises d'une part et bien sûr des débouchés sur ce point-là. Donc voilà, c'est pour aller dans le sens de monsieur, c'est vraiment c'est un raz-de-marée qui touche le secteur santé. Pas seulement ce point-là, mais tout le secteur santé. Mais oui, mais ça, mais je pense que là, on touche un point extrêmement important. Hein. Enfin, je veux dire, on voit bien autour des je sais pas, moi, des 50, 60 dernières années, toute une série de problèmes de société qui sont médicalisés, hein, qui rentrent dans le champ de la médecine, que ce soit l'addiction, que ce soit les problèmes de société qui deviennent des problèmes de dépression gérés par les psychiatres, les problèmes de travail qui deviennent des problèmes de maladies psychosociales, etc. Donc on voit que la santé est un domaine voilà, qui grossit beaucoup et qui dit aussi, cette extension des mondes de la santé dit aussi beaucoup de notre société. Donc c'est pas très étonnant qu'il y ait énormément d'investissements. La question, du coup, c'est comment on arrive, encore une fois, à poser ces questions-là de façon politique. Je prendrai un exemple. Vous avez certainement entendu parler de nouvelles thérapies qui ont été mises sur le marché, notamment contre les cancers, hein, qui peuvent, ou les maladies rares. La dernière, c'est une maladie génétique rare. C'est 2 millions d'euros par patient le traitement. 2 millions d'euros, voilà. Et dans les cancers, là, les quelques traitements qui ont été chez certaines personnes très efficaces, donc ça a beaucoup boosté. C'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. C'est 500 000 euros le traitement. Donc on développe des technologies qui coûtent extrêmement cher. Alors, évidemment, derrière, il y a toute une série de mécanismes de financiarisation de l'industrie pharmaceutique qui sont incroyables. Mais ça marche d'autant mieux qu'au nom de l'accès à la santé, dans certains, en lien avec l'innovation technologique, cette précision est forcément essentielle, s'acceptent des prix absolument délirants. En même temps qu'on a un hôpital public, je parle de la France, hein, un hôpital public qui est en train de crever du manque d'investissement. Donc on investit et on est prêt à payer 500 000 euros certains traitements, ou 2 millions d'euros certains traitements, quand on n'est pas capable de prendre soin correctement des maladies plus communes au quotidien dans les hôpitaux. Mais c'est compliqué comme question. Parce que, dit comme ça, bah oui, mais quand on a une industrie qui arrive et qui dit « Ah bah moi j'ai un traitement, ça va éviter pour des malades, alors d'accord, ils ne sont pas nombreux, donc ça va coûter que quelques milliards et pas 100 milliards. » Mais comment on arbitre ça ? Et là, on revient à la question du point de vue tout à l'heure, c'est comment on en arrive à penser des innovations en santé qui vont coûter 2 millions, pardon. On se perd la tête. Comment ça se fait que notre système d'innovation, de production de savoir et de connaissances et d'amélioration de la santé est orienté d'une façon qu'on se retrouve dans ces choix comme ça, parce que c'est des choix cornéliens en fait. On ne va pas laisser mourir un patient atteint d'un lymphome alors qu'on est capable de le traiter à 500 000 euros ou dollars, je ne sais plus, le traitement. Mais en même temps, on voit bien la crise dans laquelle est l'hôpital public aujourd'hui, elle est insupportable aussi, et elle concerne beaucoup plus de monde. C'est cornélien comme choix. Donc comment on en vient à produire des innovations qui coûtent aussi cher ? Ça, c'est un enjeu éthique majeur d'ailleurs. Enfin, bref. Bien, il nous reste le temps de 2 questions. Il y en a une ici tout de suite. Bonjour, je voulais vous remercier d'abord pour votre exposé. Je voulais rebondir sur la discussion à propos de l'impossibilité de freiner la technologie. Justement, la dernière fois que je suis venu ici, c'était pour écouter une conférence sur la remise en question du droit à l'avortement. Et donc c'est un exemple un peu à l'inverse, mais il illustre bien le fait que la technologie peut être freinée, régulée, interdite. Donc dans l'exemple du droit à l'avortement, c'est plutôt dans le mauvais sens que ça se faisait. Mais voilà, la discussion entre technique, financement, enjeux financiers et éthique, ça vaut le coup de la mener quand même. Et il faut pas présenter de fatalisme dans ce domaine, je pense. Donc je vous remercie encore. Je ne crois pas que j'ai beaucoup à répondre. C'était pas une question. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien. Moi, je demande que ça. Hein. Oui. Non, simplement pour dire ceci, j'ai compris que la réglementation était solide,
Mais là où je suis choqué, c'est quand même la facilité avec laquelle la police prélève l'ADN. Il suffit simplement d'être même presque spectateur d'une rixe, pas de chance pour soi, on prélève votre ADN. Alors je ne comprends pas. On empêche des tas de choses, mais là par contre, enfin bref, tout ça, ça me choque un peu, et quelque part il y a un déséquilibre, c'est ce que je veux dire. Bon. Et en plus on le paye, hein, ça bien sûr, le prélèvement d'ADN. Hein. Voilà. Alors là, moi je suis complètement d'accord avec vous, mais moi je me suis engagée sur ces questions. Je ne l'ai pas dit parce que ce n'était pas le sujet du jour, mais oui, la question de l'extension des modalités de recueil de l'ADN pour l'inscription dans le fichier des empreintes génétiques, c'est ça dont vous parlez? Oui, mais ça, je suis d'accord, parce que le fichier, au départ, en 1998, quand il a été créé comme un fichier pour les personnes condamnées pour infraction sexuelle. Et puis, après le 11 septembre 2001, toute la série de lois sécuritaires qui ont été votées ont conduit à l'extension du nombre de délits qui rentrent dans le périmètre du fichier, et y compris à instaurer le fait qu'il suffit d'être mis en cause dans une affaire pour pouvoir être inscrit au fichier des empreintes génétiques. Résultat, aujourd'hui, on a un fichier qui fait plus de 3 millions de personnes en France. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes fiché, vos frères et sœurs sont fichés, parce qu'on peut les retrouver, vos parents sont fichés, et vos enfants aussi, au moins, voire plus. Donc ça fait beaucoup de monde quand même. Et 75% des personnes qui sont dans le fichier sont rentrées dans le fichier, non pas parce qu'elles étaient condamnées, mais parce qu'elles étaient mises en cause. Donc on a un fichier national automatisé d'empreintes génétiques qui est important et qui relève clairement d'un souci de contrôle des populations qui n'est plus qu'un souci. Enfin, de facto, je veux pas faire de condamnation, de fausses intentions, de mauvaises intentions des gens qui ont écrit ces lois, ou voire même qui les mettent en œuvre, parce que comme je m'intéresse à ces questions, je suis régulièrement en lien avec des avocats et même des gendarmes qui réfléchissent à ces questions. Mais de fait, c'est ce que ça produit. Et ce qui est vraiment très important, c'est que le fait d'être dans le fichier, ça modifie la présomption d'innocence. Et là, il y a un exemple très clair, je ne citerai qu'un et après j'arrête, parce que là, je peux faire 2 heures de conférence sur le sujet, parce que ça, c'est vraiment mon sujet. C'est une histoire aux États-Unis d'un cambriolage avec un crime. On retrouve de l'ADN sous les ongles de la personne qui a été assassinée. On regarde le fichier américain, il y a une correspondance. Donc le gars, on va le chercher, hop, il est dans les couloirs il est passible de la peine de mort. Et, parce qu'il est dans le fichier, etc. En fait, ce gars-là, on s'est rendu compte après qu'au moment du crime, il était interné à l'hôpital pour crise de démence. Donc c'était pas possible que ça soit lui. Et pourquoi il était dans le fichier? Parce qu'un jour, il avait trop bu dans la rue, il avait cassé une fenêtre avec un copain d'une maison très chic, et donc la maison très chic avait appelé la police. Comme c'était la maison très chic, la police avait fait du zèle, et le gars était rentré dans le fichier. Mais comme on avait retrouvé son ADN sous les ongles, eh ben, ça avait modifié sa présomption d'innocence, parce que l'enquête avait été menée beaucoup plus à charge. Donc ces fichiers sont, ne serait-ce que du point de vue policier, posent des questions vraiment extrêmement importantes sur la mise en danger des libertés individuelles. Et en plus, ce que je disais tout à l'heure, une fois que le fichier est constitué, il est là. Et qu'est-ce que vont en faire d'aucuns si les changements de régime devaient advenir dans notre pays et dans les autres pays du monde, parce qu'il y en a beaucoup des fichiers. Là, c'est une vraie question. Donc moi, je suis tout à fait d'accord pour interroger la pertinence de ces fichiers. Ah, j'ai pas fini l'histoire, mais allez hop, je vais jusqu'au bout. Parce qu'en fait, quand il a fait sa crise de démence, le fameux Loukis, il s'appelle, prénom, il était, c'est un jeune afro-américain évidemment, qui vivait dans la rue, alcoolique, et il a fait une crise, voilà. Et donc il y a des brancardiers qui sont venus le chercher, qui l'ont emmené à l'hôpital. Et puis les brancardiers sont venus chercher le corps du mec assassiné et l'ont ramené à la morgue. Et ben en fait, l'ADN, ça circule, ça se promène. Et c'est ce qu'on appelle le transfert. Et donc, ça a été jusqu'à ce qu'on retrouve non pas l'ADN des brancardiers sous les ongles, mais l'ADN de Loukis sous les ongles. Voilà. Voilà, je crois qu'on est arrivé...